Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Sans plus tarder, les titres. Au Gabon, arrivée à Libreville d'une dizaine de joueurs de l'équipe nationale de football, les Panthères, qui poursuit son rassemblement en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2017 qui se tiendra du 14 janvier au 5 février dans 4 villes du Gabon. Nous irons en Gambie où le pouvoir a suspendu 3 radios privées à l'approche de la fin du mandat du président Yahya Jammeh, prévu le 20 janvier prochain, alors que le président sortant refuse de partir. Et puis dans le monde, rien ne va plus entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump a répondu à Kim Jong-un qui menace les États-Unis avec les missiles balistiques. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous l'ouvrons avec la page du Gabon. Tout d'abord, présentation de vœux. La traditionnelle présentation des vœux du couple présidentiel débute ce mercredi à Libreville. Les institutions, le gouvernement, les organisations syndicales, le corps diplomatique notamment, seront face au couple présidentiel. Occasion pour présenter le bilan et les perspectives telles que nous le rapporte Lariska Lormamengi. Dès mercredi débuteront les cérémonies de vœux au président de la République, chef de l'État. Les institutions, le gouvernement, les organisations syndicales et même les confessions religieuses, tous vont honorer de leur présence à cette traditionnelle cérémonie. Au-delà des souhaits de bonheur, de santé et de longévité adressés au couple présidentiel, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les aspirations de celle entamée. Pour le gouvernement Issoze-Ngandé, les priorités des 100 jours de son équipe pourraient être au centre des propos du Premier ministre. Les chambres du Parlement, la Cour constitutionnelle, le corps judiciaire, le Conseil national de la démocratie notamment, des institutions dont les attentes sont nombreuses dans le cadre de ces réformes visant à les rendre plus fortes et plus indépendantes. Aussi, le Conseil national de la communication avec notamment l'entrée en vigueur du nouveau Code de la communication. L'organe régulateur de la presse gabonaise est fortement attendu dans sa mission de veiller au respect de l'éthique et la déontologie. En somme, la cérémonie de présentation de vœux au numéro 1 gabonais sera loin d'être un bal dansant où coule à flot le champagne accompagné de petits fours, bien que généralement, après l'utile, vient l'agréable. Et Libreville, la capitale du Gabon, a retrouvé ce mardi le rythme normal de ses activités, et ce, au lendemain de la célébration des fêtes de fin d'année et de ce lundi de janvier, décrété chômé, payé récupérable sur toute l'étendue du territoire national. Le constat de Sibyl Mengue et Jospin Boumba-Dianga. Mardi 3 janvier 2017, les activités ont repris leur cours sur l'ensemble du territoire national. Après les festivités du Nouvel An et la journée du 2 janvier déclarée chômée payée, les administrations ont rouvert leurs portes, notamment celle de Libreville, la capitale gabonaise. Nous avons passé ces fêtes-là dans de meilleures conditions et nous avons repris tout de suite le boulot. Depuis 7h30, au ministère de l'Agriculture, tous les services sont ouverts et nous sommes opérationnels. Donc nous, à notre niveau, on essaie de suivre tant bien que mal les instructions du gouvernement pour mener à bien la maison ministère de l'Agriculture. Même son de cloche dans les établissements scolaires où enseignants, corps administratifs et élèves ont repris le chemin de l'école, tel qu'ici au lycée Paul Eman Yégué, situé dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise et qui compte 7000 élèves. Conformément au calendrier pédagogique, nous avons bel et bien repris ce mardi 3 janvier 2017 les cours. Vous avez constaté en circulant que les élèves sont dans les salles de classe. Les enseignants sont aussi là et s'attellent à boucler les notes parce que nous comptons effectivement rendre les bulletins du premier trimestre le 14. Le retour au travail et aux études s'est effectué sans accrochage majeur à travers le territoire national, tous prêts à relever de nouveaux défis pour cette nouvelle année qui commence.
Au Gabon, la réforme passe aussi par le secteur de l'éducation et la sécurité en milieu scolaire. Le ministre de la Réforme de l'État, Joël Pono-Papé, l'a fait savoir ce mardi matin lors de sa visite au complexe Léomba, l'un des plus grands lycées de Libreville. Cette descente sur le terrain intervient quelques semaines après l'agression mortelle au couteau d'un élève du dit lycée par un de ses camarades de classe. Écoutons Joël Pono-Papé au micro de nos reporters Kenny Ongouri et Bertin Osaga. La réforme de l'État passe aussi par la réforme dans l'éducation et la sécurité en milieu scolaire. La visite ce mardi du ministre en charge de la réforme de l'État, aux côtés des responsables du complexe Léomba de Libreville, s'inscrit dans le cadre de la recherche des réformes et solutions dans ce secteur. Normalement, nous avons entrepris une étude discrète sur l'établissement le lycée Léomba et le lycée Rapon à Port-Gentil. Et ces études-là, nous sommes arrivés aux conclusions. Donc je suis venu personnellement vérifier si ce qui est écrit est exact, pour qu'ensuite nous puissions faire un projet que nous allons soumettre d'abord à notre collègue du ministère de l'Éducation nationale. Nous allons travailler avec lui. La situation que connaît le complexe Léomba et celle de nombreux autres établissements font l'objet d'études approfondies par le gouvernement gabonais. Nous sommes déjà au stade où nous allons commencer les premières réformes au niveau de l'éducation, à savoir essayer de sécuriser les enfants, à savoir améliorer les conditions de vie et aussi de voir ensemble comment on peut augmenter la capacité d'accueil des différents établissements dans notre pays. Il y a eu des équipes du ministère qui ont travaillé de manière un peu confidentielle et maintenant nous allons rendre tout officiel. Et au fur et à mesure, réforme après réforme, notre ministère va surprendre un peu les populations. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en place des projets qui seront proposés au ministère de l'Éducation nationale. La réforme du secteur éducatif est d'ores et déjà en marche, à l'exemple de la visite de cet établissement dont les réformes importantes sont attendues. Annoncé il y a quelques semaines, l'entrée en vigueur du nouveau code de la communication est effective depuis ce 2 janvier au Gabon. Quelle est la responsabilité de l'éditeur, voire de l'imprimeur, face aux écrits du journaliste? La rédaction de Gabon 24 a rencontré ce mardi un éditeur qui donne sa lecture de l'article 80 du dit code. Et c'est au micro de Mirandangé. C'est effectif le nouveau code de la communication qui régit les règles propres à l'exercice de la profession de journaliste et entre en vigueur ce 2 janvier. Dans ce code, l'article 180, qui ne fait pas forcément l'unanimité, concerne la responsabilité de l'éditeur de presse. Cet article stipule que le distributeur et l'imprimeur et le distributeur sont solidairement responsables du contenu d'un article à l'intérieur. Ce n'est pas possible dans la mesure où ni l'imprimeur ni le distributeur ne peuvent porter un jugement sur le contenu d'un éditeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à eux de pouvoir faire les censeurs. Ce ne sont pas des censeurs. Et à partir du moment où on les tient responsables de cela, ça voudrait dire quoi? Qu'au sein de l'imprimerie et au sein de du distributeur, il faudrait installer quelqu'un qui serait là pour pouvoir sélectionner ce qui doit être imprimé ou pas, ce qui doit être distribué ou pas. Il me semble que ce n'est pas leur métier. À ce moment-là, les autorités nous diront comment faire. Dans les différents kiosques, aucun titre incitatif, comme il est de coutume pour certains journaux. Pour Joël Akwango, pas de réglementation en vigueur encore pour assurer le suivi des articles n'ayant pas un pouvoir de censure. Ils nous diront comment faire, comment on va pouvoir installer au sein de nos imprimeries et de Soga Presse, donc la distribution, cet élément qui ne fait pas partie de notre métier. C'est contradictoire. Interrogés sur la question, certains journalistes n'ont pas souhaité se prononcer. Rappelons que ce nouveau code prend en compte les médias en ligne et dépénalise les délits de presse.
Il y a encore 2 ans, nul n'aurait parié sur EMCOM. Entendez, Élisée Marline de Communication. Il s'agit tout simplement d'une agence d'un jeune entrepreneur gabonais spécialisé dans la communication numérique et web. Ouverte en 2015, elle emploie aujourd'hui une dizaine de personnes et commercialise 3 gammes de services. Je ne vous en dis pas plus, suivant ce reportage d'Andy Tungui et Jocelyn Bombadianga. Le développement de solutions de communication à travers les panneaux d'affichage, annuaires professionnels et l'élaboration de la production de guides pratiques, autant de services qu'offre l'agence EMCOM. EMCOM est une agence de communication numérique et web qui a été créée en 2015, en juin 2015. Et depuis lors, EMCOM, comme ce logo qui est sur mon polo actuellement, s'attelle à repenser la communication des professionnels. Du 9 au 11 décembre dernier, l'agence EMCOM a déployé son expertise sur le terrain en vue de l'organisation du premier salon Made in Gabon à la maison Georges Rawiri à Libreville. EMCOM, c'est donc à relever le défi et à travailler de commun accord avec Cédric Bécalé, donc l'initiateur du projet. Et ça a été un événement qui a parlé de lui-même dans la ville. Et au sortir de là, on a justement pu bénéficier de crédits, de beaucoup plus de crédits en tant que jeune agence gabonaise. Et on a bénéficié par exemple de la participation juste après de la foire agricole de Libreville. On a également eu l'honneur et le privilège d'être parmi les panélistes lors de la table ronde organisée par Monsieur le ministre d'État. Au moment où des mécanismes sont en train d'être mis en place pour booster le secteur du numérique au Gabon, Joanne Malongo et son équipe misent sur l'efficacité afin de contribuer au rayonnement des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Gabon. J'en viens aux vœux numériques pour refermer la page du Gabon, recevoir une petite carte pour sa fête fait toujours plaisir. Les cartes de vœux numériques sont de plus en plus utilisées de nos jours par des internautes pendant les fêtes de fin d'année, le but étant de souhaiter de joyeuses fêtes aux proches, parents, amis et connaissances. Suivant ce commentaire de Larissa Matsumo. La tendance se confirme depuis plusieurs années. Souhaiter un vœu à un ami, à un parent, à un proche ou à une connaissance via Internet à travers des cartes de vœux numériques devient une tradition. Un concert de vœux multilingue en ligne, les messages explosent sur les réseaux sociaux. Des cartes de vœux sur le thème de Noël et de Nouvel An aux couleurs diversifiées. L'inspiration gagne du terrain pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ici, les internautes ont le choix entre une personnalisation standard et une personnalisation créative qui octroie la possibilité aux uns aux autres de choisir plusieurs scénarios ou modèles de logos et de textes. Communiquer avec des vœux électroniques donne une image dynamique et tendance du destinateur, témoignant ainsi de sa capacité à choisir un moyen de communication singulier ainsi qu'une grande liberté dans la création des messages. Les vœux numériques, cette innovation en matière de cartes de vœux permet de souhaiter de joyeuses fêtes aux personnes éloignées, mais aussi proches, avec un maximum d'amour, de chance et de joie pour toute l'année. La page Afrique s'ouvre en Gambie où le pouvoir gambien accentue la pression sur les médias à l'approche de la fin du mandat de Yahya Jammeh. Le président qui refuse de laisser le pouvoir a fait suspendre 3 radios privées ce lundi. Larissa Matsumo s'en fait l'écho. C'est un geste de plus s'il en fallait encore pour marquer la détermination de Yahya Jammeh à se maintenir au pouvoir. Sans avancer aucune raison, le chef de l'État fait taire Teranga FM et Hilltop Radio. La première est très écoutée dans un pays où la plupart des habitants n'ont pas accès à la presse écrite, soit par manque de moyens, soit parce qu'ils ne savent pas lire l'anglais. Teranga FM s'était fait le relais des journaux en diffusant des revues de presse en langue locale. Ce travail de relais de l'information lui avait d'ailleurs déjà valu des ennuis avec le pouvoir. La radio a déjà été fermée plusieurs fois, puis rouverte sous condition, et son rédacteur en chef avait été arrêté l'an dernier. Il est aujourd'hui en fuite et vie cachée. L'autre radio concernée est Hilltop Radio, un média de divertissement qui ne diffuse pas d'informations politiques. Un salarié d'Afri Radio a affirmé que cette station, propriété du groupe de téléphonie Africell, avait subi le même sort. Reporters sans frontières considère qu'il s'agit de censure pure et simple, couper les sources d'informations avant même que les médias n'aient pu faire quelque chose qui dérange. Yahya Jammeh, qui compte rester au pouvoir après la fin de son mandat le 19 janvier, étouffe donc à l'avance la contestation.
Partons maintenant dans le désert algérien. 30 jeunes femmes issues de familles pauvres, le corps drapé dans les tissus perlés et le visage dissimulé, se prêtent sous une tente au rituel du maquillage pour un événement qu'elles n'auraient jamais cru possible, leur mariage célébré de manière collective. Dorothée Afinizo. La scène a eu lieu dans la ville d'Ain Salah, une cité saharienne située à 1500 km au sud d'Alger, où 30 jeunes femmes issues de familles pauvres ont convolé en noces avec 30 autres jeunes hommes dans un mariage collectif. C'est grâce au concours d'une association que ces couples ont pu réaliser leurs rêves. L'initiative de financer et d'aider les jeunes est bonne. Quand j'ai entendu parler de cette association, j'ai voulu, comme d'autres jeunes, participer à ces fiançailles. Cette association aide beaucoup ceux qui sont dans le besoin et faibles. Dans une région touchée par le chômage et la pauvreté, malgré les champs gaziers, ce mariage collectif est une aubaine. Les gens nous ont aidés, l'État nous a aidés et l'association en elle-même elle nous a aidés. Donc, alhamdoulilah, on a pu arriver à leur affréter leurs dents. Donc, nous avons pu acheter le beau trousseau de la fille et du garçon. Et j'espère que ça va leur apporter un bonheur et ça va les aider à accomplir le vœu du mariage. En 2015, seulement 369 074 unions entre hommes et femmes ont été célébrées en Algérie, contre 386 422 en 2014, soit une baisse de 4,5% dans ce pays de plus de 40 millions d'habitants, où la population croît chaque année de plus d'1 million de personnes. Pendant ce temps, en Libye, Moussa Al-Kouni, l'un des vice-premiers ministres du gouvernement d'Union nationale, a annoncé ce lundi sa démission, reconnaissant avoir échoué dans sa mission. Les précisions avec Iris Boussougi. Je démissionne parce que j'ai échoué dans ma mission. C'est en substance ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce lundi par Moussa El-Kouni, l'un des 3 vice-premiers ministres désignés du gouvernement d'Union nationale libyen. Sans prendre les gants, ce responsable originaire du sud de la Libye justifie sa démission par l'incapacité collective de répondre aux attentes de la population. Selon lui, les membres du gouvernement sont responsables des dérives enregistrées au cours de l'année précédente, faisant allusion aux drames, aux violences, aux meurtres, aux viols et à la dilapidation des deniers publics. Installé à Tripoli le 30 mars 2016 pour établir l'ordre dans ce pays ravagé par les violences, ce gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez El-Sarraj peine à asseoir son autorité malgré le soutien de l'ONU, des États-Unis et de l'Union européenne. Fayez El-Sarraj n'a pu jusqu'à ce jour obtenir la confiance du Parlement libyen et reste contesté par le chef militaire des autorités parallèles. En dépit de son bilan mitigé, le GNA est sorti renforcé par les forces pro-gouvernementales liées à cet exécutif ont réuni au début du mois de décembre 2016 à libérer la ville de Sirte, ancien fief libyen de l'organisation État islamique. Et puis l'Égypte privée de sa rente touristique et empêtrée dans une crise économique sans précédent, peine à préserver son fabuleux patrimoine historique. Selon le ministre des Antiquités, tout serait parti en janvier 2011 où les recettes ont fortement baissé et ce qui a affecté par conséquent fortement l'état des monuments égyptiens. Le reportage. Après la révolution de 2011, la destitution du président Hosni Moubarak, puis celle du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, l'instabilité politique et la menace terroriste ont fait fuir les visiteurs étrangers d'Égypte. Un manque à gagner qui commence à avoir un impact sur la conservation du patrimoine. Le ministère des Antiquités, c'est un ministère qui s'autofinance. C'est un ministère qui était un conseil suprême des Antiquités avant la révolution de janvier 2011, qui était un conseil très riche. Et depuis janvier 2011, avec la chute du nombre de touristes, nos recettes ont fortement baissé et ceci a touché fortement l'état des monuments égyptiens de toutes les périodes. De la pyramide de Gizeh, la seule des 7 merveilles du monde encore visible aujourd'hui, au temple de la Haute-Égypte, en passant par les églises et édifices islamiques, le patrimoine égyptien nécessite des efforts de préservation permanents. On a réouvert dernièrement le musée de Malawi, qui a été saccagé il y a 3 ans par les terroristes. On a réouvert le musée de Komoshim au Fayoum. On ouvre le mois prochain, on rouvre le musée d'art islamique
dont la façade et quelques objets ont été détruits durant un acte terroriste en janvier 2014. On ouvre partiellement le musée de la civilisation égyptienne, le Nemek, en janvier aussi. Le GEM, le grand musée, donc on l'ouvre partiellement dans 1 an et demi. Tout ça sont des projets qu'on mène pour pouvoir attirer du monde. Au moment où l'Égypte connaît une croissance en berne, une inflation spectaculaire et des pénuries de produits divers, la charge est donc lourde, d'autant qu'il faut payer les quelques 38 000 employés de l'administration des antiquités, ouvriers, techniciens, égyptologues et inspecteurs. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord en France, Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, a présenté ce mardi son projet présidentiel devant ses soutiens et la presse à la Maison de la Chimie à Paris. Un projet centré sur des propositions visant à refonder l'Europe et à permettre aux Français de reprendre leur destin en main. Le récit de Larissa Matsumo. L'ex-locataire de Matignon, Manuel Valls, qui veut une grande conférence pour refonder le projet européen, propose d'avancer avec les États volontaires, faute d'accord à 27. S'il parvient à l'Élysée, il compte fermer définitivement la porte à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Le candidat à la primaire des 22 et 29 janvier le justifie par ses priorités: défense, sécurité, justice, éducation, recherche et financement d'un revenu décent d'environ 800 € fusionnant les minima sociaux. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je ne crois ni à la fatalité ni à la résignation. Je veux que la France, que les Français reprennent pleinement leur destin en main. J'assume pleinement ce qui a été engagé avec le président de la République, avec François Hollande, depuis 2012. C'est ma conception de la responsabilité. Mais je revendique aussi le droit d'inventivité. Manuel Valls, donné pour l'heure nettement dispensé par les sondages à la présidentielle, en cas de victoire à la primaire de la gauche, fait également plusieurs autres promesses, dont un service civique obligatoire de 6 mois, la division par 2 en 5 ans de l'écart salarial homme-femme, un prêt à taux zéro pour les entrepreneurs, ou encore une révalorisation de 10% des minima retraites. Direction la Corée du Nord, et tel qu'annoncé à l'entame, jamais un missile nord-coréen n'atteindra le sol des États-Unis, a assuré lundi soir le président élu américain Donald Trump via Twitter en réponse aux déclarations du leader de Pyongyang sur son futur missile balistique intercontinental. Sybille Mengues s'en fait l'écho. Donald Trump, le prochain locataire de la Maison-Blanche, a assuré lundi soir via Twitter que jamais un missile nord-coréen n'atteindra le sol des États-Unis, et ce en réponse aux déclarations du leader de Pyongyang sur son futur missile balistique intercontinental. La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle en était aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain, a déclaré le président élu des États-Unis dans un de ses désormais traditionnels tweets nocturnes. Cela n'arrivera pas, a-t-il cependant aussitôt ajouté. La Corée du Nord est désormais une puissance militaire de l'Orient que même le plus puissant des ennemis ne pourra toucher, avait insisté Kim Jong-un. Si les États-Unis ont toujours assuré qu'ils n'accepteraient jamais une Corée du Nord disposant du pouvoir nucléaire, Donald Trump, lui, n'avait jamais clairement fait connaître sa position sur le sujet. En décembre, le président élu avait cependant assuré sur Twitter déjà que les États-Unis devaient grandement renforcer et accroître leur capacité nucléaire. De même, il avait irrité Pékin en accusant la Chine d'expansionnisme militaire. Si le régime chinois est un partenaire important dans le cadre des négociations avec la Corée du Nord, Donald Trump n'a absolument pas tenté de l'amadouer lundi soir. Les analystes sont divisés quant à la capacité réelle de la Corée du Nord à se doter d'une arme nucléaire, précisant parce qu'elle n'a jamais réussi à lancer avec succès un missile balistique intercontinental. Mais tous sont d'accord pour dire que Pyongyang a réalisé d'énormes progrès dans cette direction depuis que Kim a succédé à son père, mort en décembre 2011. Au Chili, un gigantesque incendie a commencé à ronger des collines de Valparaiso, ravageant une centaine d'habitations au passage, selon les autorités chiliennes qui ont fait état d'au moins 19 blessés dans un secteur où plusieurs sinistrés ont déjà eu lieu ces dernières années. Miranda Ngué.
Le feu qui s'est déclaré au sud de Valparaiso, sur la commune de Laguna Verde, s'est ensuite répandu sur la zone de Playa Ancha, détruisant 100 habitations sur les 500 de ce secteur. Le feu venait de l'autre côté de la colline, mais on ne pensait pas qu'il arriverait aussi vite. Le vent a soufflé d'un coup et les flammes sont sorties de tous les côtés dans la rue d'en bas. Les pompiers sont arrivés et nous ont demandé de partir. On est revenu pour voir et il ne reste plus rien. On a tout perdu, tout. 19 personnes ont été blessées, souffrant pour la plupart de problèmes respiratoires. Une cinquantaine d'hectares sont déjà partis en fumée, selon la première estimation du Bureau national des situations d'urgence. La fumée, on ne pouvait rien faire. On étouffait à cause de la fumée, mes yeux me faisaient mal. On a dû évacuer, on a dû partir et on a tout perdu. Les températures élevées et un vent fort ont facilité la progression des flammes dans cette ville portuaire, particulièrement vulnérable aux feux de forêt, surtout pendant l'été austral. Quelques 200 personnes ont été évacuées et la compagnie d'électricité a coupé le courant par précaution à près de 48 000 usagers. Direction Cuba, et c'est en bref et en images. Les forces armées cubaines ont rendu hommage ce lundi à Fidel Castro, décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 90 ans, lors de leur traditionnel défilé du 2 janvier, marquant cette année le 58e anniversaire de la Révolution. Cuba ne va pas renoncer à ses principes. Personne ne pourra nous faire oublier notre histoire ni les symboles d'indépendance de notre peuple, a déclaré la présidence de la Fédération estudiantine universitaire, seule oratrice du jour devant les principaux dirigeants du pays, réunis sur la place de la Révolution de la Havane. Après l'armée, une marche du peuple combattant convoquée par le président Raúl Castro a ensuite vu défiler des milliers de personnes qui ont rendu un hommage appuyé au commandant en chef Fidel Castro. Et pour finir, sport football, et c'était au Gabon, je vous l'annonçais en titre, les préparatifs de la CAN de Total 2017 vont bon train pour l'équipe nationale du Gabon, les Panthères, et qui poursuivent leur rassemblement. Et ce mardi, une dizaine d'internationaux a foulé le tarmac de l'aéroport international de Libreville en présence de nos reporters Freddy Koula et Sandy Adzabé qui les ont suivis jusqu'à leur hôtel. On est à l'aéroport international Léomba. Pourquoi? Parce que justement, le gros lot de l'équipe Les Panthères du Gabon sont arrivés à Libreville avec bien sûr tout le Gotha des stars, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Bruno Ekolemanga que l'on voit passer, Loïc Dupaloun. On va peut-être essayer d'avoir, non pas le manager des Panthères, mais un des protagonistes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Didier Ibrahim Ndong. On ne le voit pas, on va essayer de les suivre au fur et à mesure. L'entraîneur Camacho en espagnol. Manager, on peut vous avoir ou pas? Manager, on peut vous avoir? On va vite. Écoute, le voyage s'est très bien passé, même si il manque encore deux joueurs qui vont arriver les prochains jours. Quels sont? Il y a Pierre, parce que par rapport à son nomination au Ballon d'Or et Mario, qui a demandé une autorisation, donc il devrait arriver normalement dans les 2 jours qui suivent. Là, on va installer les joueurs tranquillement à l'hôtel, on va faire le premier contact avec le coach. On va commencer à mettre en place un peu tout ce qu'on a besoin à l'hôtel et ce premier jour-là, aujourd'hui et demain, ce sera, disons, les jours de mise en place au niveau de l'équipe, de tout ce qu'on a besoin et je pense qu'on commencera les entraînements, si tout va bien, le 5. Ouais, ça fait toujours plaisir d'arriver au pays pour la CAN et nous tous on est contents parce que c'est le fruit des efforts en club qui fait que tu sois là aujourd'hui. Après, on a une Coupe d'Afrique à préparer. Avec le nouveau coach, le nouveau entraîneur, le staff qui va proposer des options pour la CAN. Donc on est tous venus pour se mettre au travail pour que la CAN se passe bien dans les meilleures conditions. Pas comme il y a 3 mois, 4 mois. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre et on est prêt à travailler avec le nouveau entraîneur et tous ensemble, je pense qu'on peut ramener le trophée que tout le Gabon attend. Et là, les esprits sont déjà tournés vers ce premier match-là contre la Guinée-Bissau, Bruno. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on attendait d'être complet tout le monde. Après, je pense que nous, on est les derniers arrivés, à part Pierre qui va arriver un peu plus tard. Je pense et Mario, oui. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tout le monde soit en bonne santé, surtout déjà pour cette nouvelle année. Et ce serait bien. Après, je pense que tout le monde est
jouent constamment dans les clubs et je pense que ceux qui ont arrêté ont fait un effort de toujours rester en activité. C'est le plus important. On a hâte de commencer. Ouais. On va juste essayer de regarder un peu 2 ans en arrière pour voir un peu les erreurs qu'on a pu faire en Guinée équatoriale et puis pour changer certaines choses et je pense que ça devrait aller. Ouais. Voilà pour cette Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon rêve grand comme la taille de Bruno Ekolemanga. On espère que les Panthères qui vont entrer en préparation dès cette semaine, à quelques jours seulement de la CAN, vont nous faire rêver. Et oui, bonnement. Et le rappel des titres avant de refermer cette grande session, vous l'avez vu à l'instant, arrivée à Libreville d'une dizaine de joueurs de l'équipe nationale de football, les Panthères, qui poursuit son rassemblement en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2017 qui se tiendra du 14 janvier au 5 février dans 4 villes du Gabon. Nous étions en Gambie où le pouvoir a suspendu 3 radios privées ce lundi à l'approche de la fin du mandat du président Yaya Jammeh prévu le 20 janvier prochain alors que le président sortant refuse de partir. Et puis dans le monde, rien ne va plus entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump a répondu à Kim Jong-un qui menace les États-Unis avec des missiles balistiques. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.